l'archétype de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a tout un courant qui veut effectivement renverser, qui fait la démonstration que, encore une fois, l'ennemi, ce sont les États-Unis, l'Occident, etc., puisqu'ils ont abouti à... Enfin, exercer un coup d'État contre le pouvoir de Mossadegh dans les années 50, que donc l'Iran ne sera jamais libre si jamais il n'exprime pas les choses, c'est-à-dire que l'Occident leur demeurera antagoniste, et qui utilise justement la religion pour arriver à ses fins. Mais c'est là où, mais encore une fois, l'opposition sunnite-chiite, c'est à la fois quelque chose qui est structurant et qui ne l'est pas vraiment. C'est structurant parce qu'il y a des accords fondamentaux entre les deux, entre ces deux différentes branches, entre il y a un laïcisme entre ces différentes acceptions de l'islam, et en même temps, il y a un rapport qui est complètement biaisé. Les 90% des musulmans dans le monde sont sunnites, seulement 10% sont chiites. L'Iran, chiite, soutient depuis des années à la fois le djihad islamique dans la bande de Gaza et le Hamas, qui sont tous les deux sunnites, qui est lui-même allié au Hezbollah, qui est chiite. Tout ça est imbriqué, et le rôle c'est aussi beaucoup le rôle des régimes autocratiques de diviser les deux. On voit bien ça au Bahreïn, quand il y a eu le processus révolutionnaire arabe. Là-bas, ils ont fait de manière très simple. Le régime là-bas a été très clair. Il a pris les chiites, il les a mis dans des villages, les sunnites dans l'autre, il a mis des barrages entre les deux. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il a géré l'absence de cohésion comme ça qui pouvait aboutir à une dynamique révolutionnaire au Bahreïn. C'est justement en cassant cette dynamique, en introduisant de la révolution dans une dynamique qui était une dynamique de libération populaire. Alors, il y a deux c'est certainement pas c'est assez compliqué en fait, parce que d'abord c'est pas du pétrole raffiné, donc il faut le raffiner, c'est du pétrole qui est pas et qui en fait il y a un gars fantastique pour ça que j'ai rencontré il y a plusieurs années, qui travaille beaucoup avec Amnesty et qui s'appelle Francis Perrin, qui est spécialiste des questions pétrolières, qui gère la revue Pétrole et Gaz Arabe. Si vous avez l'occasion, je pense que vous l'entendez de temps en temps si vous vous intéressez à ces questions, il est très fort. Et donc lui, il a identifié un truc qui s'est avéré vrai, c'est-à-dire que grosso modo, l'État islamique a bénéficié de toute la contrebande qui avait été mise en place par Saddam au moment de l'embargo pour contrecarrer l'embargo international. Il y a des gens qui se sont fait profession en fait de dealer du pétrole, d'aller un peu entre les lignes et entre les frontières pour dealer le pétrole. C'est principalement des petits contrebandiers. C'est pas énorme non plus, hein. C'est quand même, comment dire, c'est de l'ordre, je crois, de quelques millions d'euros, 3 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça, par semaine. Je suis pas sûr de mon chiffre du tout, mais c'est pas... c'est pas des sommes folles, parce que déjà c'est du pétrole de non raffiné, etc. Donc c'est assez facile de les vendre à des contrebandiers qui eux-mêmes vont les revendre à certainement pas à des États de la région, mais à des petits consommateurs locaux, des entreprises, des choses comme ça, qui sont eux-mêmes dans la région. C'est pas du tout un pétrole, si vous voulez, qu'on va retrouver à la station essence au coin de la rue, ou aux États-Unis, ou même en Chine, ou des choses comme ça. Ça, c'est matériellement impossible. On considère, mais alors là c'est nous tous, hein, je pense, nous tous, en tant que personne, en tant qu'individu, si on est partisan de l'association, quand la manière dont on vote, qui peut dire aujourd'hui qui décide de son vote en fonction des prises d'opposition internationales du parti pour lequel il vote. Je pense que c'est quelque chose qu'on considère qui n'est pas très important en fait dans la délégation qu'on fait, de la représentativité qu'on laisse à nos dirigeants. C'est quelque chose sur lequel on met pas vraiment l'accent, et donc pour être court, pour être bref, on vient de revoter à l'Assemblée nationale la reconduction de la participation française à la coalition internationale en Irak il y a 2 jours. Voilà. Immense majorité des députés, un seul député a voté contre. Immunité comme ça. Je veux dire, la chose n'a même pas été discutée. Enfin, j'ai tenté d'apporter ça au débat dans un plateau sur iTélé, genre le lendemain. C'était balayé complètement comme ça.
balayer de la main, ça m'intéresse pas en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est là, on est encore dans l'émotion, dans qu'est-ce qui se passe en France, dans des choses passionnantes, hein, la formation de l'islam radical en prison, des choses comme ça et tout, mais les questions de politique étrangère sont assez peu abordées. Et aujourd'hui, bon, on avait des accords au sein par exemple de Mediapart. Moi je pense qu'il fallait aider massivement l'armée syrienne libre, qu'il fallait effectuer des frappes en Syrie, alors que je pense tout à fait le contraire de la Libye. Je pense que encore une fois tous les États sont différents, tout ça. Mais, et d'ailleurs j'ai pas forcément raison sur la Syrie, peut-être que ça aurait donné des États une situation tout à fait déplorable également et tout, mais au moins débattons-en, il n'y a pas de débat sur ces questions-là. On n'est pas dans une société qui arrive encore à se saisir des débats sur des questions de politique étrangère, comme on a pu se saisir, je ne sais pas moi, sur la question du TCE en 2005 par exemple. TCE 2005 à Paris, enfin voilà, moi c'est là que j'étais parce que c'est là que j'habite, on en parlait dans les bus, on en parlait partout et tout ça. Là aujourd'hui, sur ces questions de ce qui s'est passé la semaine dernière, on est encore dans l'émotion et on est encore dans une lecture qui est trop, enfin qui n'est pas assez. Voilà, on gagnerait un petit peu à, je trouve, à un peu discuter de l'implication de la France dans ces pays-là et surtout est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est entre les deux, enfin voilà, il y a très peu de débats et moi je le regrette. C'est quoi le TCE? C'est quoi Le traité